Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go! Bonjour à toi, ici Florent, le cofondateur du club, et on se retrouve dans un nouvel épisode haut en couleur. Alors tu l'as vu, le titre est évocateur, mais il faut qu'on en parle. J'ai fait mon premier achat en revente et ça ne s'est pas passé comme prévu. En tout cas, j'en ai appris des choses et c'est ça que j'ai envie de te partager dans ce podcast. Donc, comme toujours, en toute transparence et authenticité, tu vas le voir, on va parler chiffres, on va parler argent, mais on va aussi parler frayeur. Alors, je te remets juste le contexte si tu n'as pas écouté les premiers podcasts. Je disais que en juin, donc là où à l'heure où je te tourne le podcast, on est début janvier 2023 et en 2022, j'ai eu l'opportunité de me positionner sur un bien à 59 500 €. Donc vraiment une superbe affaire parce que c'est dans un domaine où j'avais déjà acheté 3 biens immobiliers et donc je connaissais vraiment le prix de ce bien en fait. Donc je savais qu'il était sous-évalué et donc j'ai sauté dessus avec ma chérie. On était d'accord de se positionner. Le bien apparaît mercredi, je le visite vendredi, je fais une offre au prix dimanche, donc difficile d'aller plus vite. Alors, sans close bien évidemment l'offre, sans doute, à un prix aussi bas. Et donc j'ai tourné, il me semble, 1 ou 2 épisodes de podcast et il y a eu pas mal de rebondissements. Enfin, c'était cocasse. Et donc j'ai eu l'occasion d'expérimenter, on va dire ça comme ça, un premier achat revente plus standard. Parce que je t'ai déjà parlé dans d'autres podcasts de l'achat-revente option que je connais, que mon associé maîtrise bien. Mais là, on n'achète pas le bien dans ce mécanisme-là. Ici, j'ai vraiment acheté le bien, j'ai payé les droits d'enregistrement, tout ça. Et j'ai appris pas mal de choses. Donc si tu es déjà un expert de l'achat-revente, tu vas rien apprendre. Mais vu que ce podcast est destiné à des primo-investisseurs, des gens qui veulent se lancer et qui débutent, je pense que j'ai quelques histoires à te raconter. Alors la première qui est un peu extraordinaire, c'est que ce bien-là, j'ai eu l'opportunité de l'acquérir grâce à un crédit à la banque. Là-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais là où ça devient vraiment assez dingue, c'est que la banque a été d'accord de me financer à 125% sans prendre de garantie. Alors ça veut dire what the fuck, d'où ça sort? Alors je ne sais pas. Moi, je suis dans l'immobilier depuis 2018. C'est la première fois que je voyais ça. Après avoir fait 10 banques que la 11e m'a proposé ça. Donc tu vois, jamais rien lâché, c'est important. Je ne te donnerai pas bien évidemment le nom de la banque. Ça je le garde pour mes clients VIP du Club Elite. Ils savent dans quelle banque j'ai été. Mais ça c'est quand même une information assez valorisable, on va dire. Donc je vais la garder secrète. Donc pas besoin de me le demander en commentaire ni par email. Mais donc cette banque en question, elle m'a financé le bien, elle m'a financé les travaux, donc là-dessus rien d'extraordinaire, mais elle m'a aussi financé les frais de notaire. Et c'est un peu une erreur de langage de dire les frais de notaire, c'est vraiment plutôt les droits d'enregistrement parce que il faut savoir qu'il y a les frais de notaire, donc déjà on paye une certaine partie à l'État, les fameux 12,5 qu'on donne quand on achète va baser sur la valeur du bien, mais il y a bien plus que ça. C'est-à-dire que là, ce que j'ai donné à l'État, les 12,5, ça représente 7 437 €. J'ai le décompte ici, mais il y a bien plus que ça. Il y a aussi les frais de notaire, le notaire il se paye bien évidemment, c'est plusieurs milliers d'euros. Il y a tous les petits frais administratifs et puis il y a l'ouverture aussi des frais d'acte à l'hypothèque. Et en gros, tout ce bordel-là, ça représente à peu près 14 000 €. Donc tu vois, dans les 12,5, on est beaucoup plus que ça, avec les frais d'acte et tout ce bordel-là. On était à 14 500 € qui ont été financés, c'est les fameux 25% pour faire 125%. Et donc ils m'ont financé le bien immobilier, 59 000, à peu près 30 000 € de travaux que je n'ai pas utilisé.
Alors tu vas te dire pourquoi il s'en est pas servi, il nous a demandé, parce qu'à la base, ce bien-là, je voulais l'exploiter en Airbnb, faire mon 3e Airbnb, mais voilà, moi j'étais pas très motivé, ma compagne non plus, donc je pense que quand on n'est pas motivé par quelque chose, faut pas forcer, et donc dès qu'on a eu les clés, on l'a remis en vente direct. Donc c'était pas le projet à la base, mais on s'est dit on veut quelque chose de plus gros et surtout plus dans le domaine, parce que le domaine est vraiment vraiment génial. Un bien c'est déjà pas mal, mais il y a une grosse logistique avec le pellet, tout ça, et donc un seul c'est bien, mais en avoir 3, 4, 5 dans ce domaine-là, en tout cas, je trouve que c'est très complexe au niveau logistique, et donc on préfère aller vers des choses avec une logistique plus simple, voilà, comme ça, voilà, comme ça tu sais tout. Mais je reviens à mes moutons, donc financés à 125%, et ils se sont basés en fait sur la valeur après travaux, parce que ce bien-là après travaux vaut 143 000 euros. C'est l'expert qui l'a adoubé ça, mais ça je le savais parce que c'est le même modèle que mes 3 autres biens qui valent ce prix-là. Donc je savais que je faisais une bonne affaire, et donc la banque a pris hypothèque là-dessus. Donc je reviens à mes moutons, financé à 125%, c'est génial. Et puis là je le revends, je trouve je me fais coacher par une personne de notre réseau qu'on met à disposition à nos clients élites, encore une fois. Pascal, si tu écoutes ce podcast, merci à toi. Il m'a donné vraiment les bons processus, les bonnes actions, vraiment tout ce qu'il faut faire pour bien vendre. Et donc on a vendu à la première visite. Voilà, on avait remis au prix de 87 000 et on s'est dit bon, allez, on peut peut-être aller un peu plus haut, mais 87 c'est déjà pas mal. Donc on s'est arrêté à 87. On a eu une offre au prix de 2 Anversois très très sympa. On a eu un très très bon feeling et ils ont un super beau projet. Ils sont super cool. Un petit couple très très gentil, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir léguer ce bien-là à des gens comme ça qui ont un super beau projet, quoi. Et tu vas peut-être te dire ouais, 87 le mec abuse. J'en ai fait un podcast. Non, parce que 59 c'était trop bas. En fait 59, le vrai prix de ce bien-là, au prix du marché, d'autres clients ont acheté dans le domaine, on est plutôt aux alentours pour ce bien-là entre 75 et 80 000. Donc ça c'était le vrai prix. Moi j'ai eu à 59. Voilà, j'étais appelle ça la chance, appelle ça la connaissance du marché. Il y a un peu des deux, je pense, mais voilà, comme ça, tu sais à peu près tout sur le contexte que je trouvais intéressant. Maintenant, on arrive aux apprentissages que j'ai pu faire avec le processus de vente. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes quand on vend et j'ai envie de te les partager ici. Alors déjà, désormais, moi j'ai connu ça en 2018-2019 et 2021, j'ai encore signé en physique avec les vendeurs. Et là, depuis 2022, je pense, depuis fin Covid, on va dire, on signe plus dans la même pièce. C'est-à-dire que les vendeurs étaient, les acheteurs étaient à Anvers, bien évidemment. Moi, j'étais à Liège, mon notaire est liégeois, et donc c'était marrant parce que en fait c'est quand tu vends, tu fais pas grand chose en fait. Dans ce cadre-là, j'ai juste donné une procuration et eux ils ont signé l'acte de tout ça, et moi j'ai signé une procuration, donc en fait j'ai rien fait parce qu'il y a même pas ça a pris 10 minutes quoi. Je pense que pour la prochaine fois je donne une procuration au notaire et c'est bon quoi, parce que je me suis déplacé je me suis dit non, j'étais à Liège, je voulais voir le process, mais en fait ils ont lu le truc, nous on a signé une procuration de 2-3 pages, et puis c'est une personne de l'étude notariale de Anvers qui a signé en notre nom. Donc je me dis pour ça franchement c'était un peu bizarre quoi. Alors que d'habitude tu as 25-30 pages à signer en tant qu'acquéreur, là c'est le petit fun fact. Maintenant au niveau des choses que j'ai appris et au niveau de la petite histoire, moi je devais signer ça le 22 décembre avec ma chérie et gros problème. La banque qui avait l'hypothèque sur le bien en fait n'a pas levé l'hypothèque. Donc je savais même pas que c'était possible. Pour moi c'est des trucs c'est irréel quoi. Tu te dis en fait les banques elles sont plus que faillibles hein, et elles font beaucoup d'erreurs et elles en ont fait beaucoup en 2022 là, que ce soit sur mon achat avec ce bien là ou la vente de ce bien là, il y a eu 2 erreurs de la même banque. Je me dis c'est pas terrible. Je donne pas le nom, mais c'est pas ouf. Donc les banques sont vraiment faillibles à ce niveau là, et donc on devait signer le 22 et en fait je me dis qu'il n'y a pas d'hasard.
Et pourquoi je me dis qu'il n'y a pas d'hasard? Voilà, je sais pas si tu crois en tout ça, peut-être, ou pas, je ne sais pas. Mais il y a quand même beaucoup de synchronicité et je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai appris à mes dépens. Je le savais déjà pour quand tu fais un achat, mais une vente, j'y avais pas pensé. En fait, quand tu as des dettes à l'administration fiscale, le notaire est obligé de les notifier et de les prendre en compte. Ok, ça, il n'y a pas de souci, je le savais. De toute façon, j'avais déjà fait des achats avec des dettes. Quand on dit une dette, par exemple, les impôts que tu dois payer ou les taxes de séjour ou je ne sais n'importe quoi. Mais là où vraiment moi ça m'a pris de court, et là je te donne vraiment une pépite, parce que moi mes impôts, voilà, je préfère les payer en plan de paiement, j'ai pas envie de lâcher tout le cash là tout de suite. Mais c'est ce que je comptais faire pour mes impôts que je vais payer en fin mars, début avril je pense, 2022. C'était à peu près, on va dire c'est 8 000, voilà, on s'en fout de la somme, mais c'est à peu près 8 000. Mais donc moi je me dis, tu vois, tranquille. Moi, je me dis, bah oui, c'est en avril, fin mars, début avril, ok, je demanderai un plan de paiement à peu près dans ce délai-là. Sauf que là, et là, c'est là où je veux mettre un point d'attention là-dessus, le notaire avait déjà notifié cette dette fiscale et dans ma plus-value, il me déduit 8 000 €. Alors, je te dis pas, je te montrerai, je te ferai le calcul après de la plus-value. Enlever 8 000 € sur presque 16 000, ça fait mal au cul, putain. Surtout que cet argent-là, moi j'en ai besoin, je me suis réengagé, j'ai compté dessus, je me suis réengagé dans un nouvel achat et je compte mettre des fonds propres et ces 8 000 sont vraiment, vraiment importants. Et le notaire me lâche tranquillement, 3 jours avant la signature des actes. Oui, en fait, le notaire des acquéreurs a notifié une dette fiscale au SPF et donc on va devoir en tenir compte et on va vous la déduire. Donc il vous restera là beaucoup moins. Et j'étais là, putain, c'est pas possible. Et alors là, j'ai déjà fait des demandes de plan d'appurement. C'est pas difficile, mais faut le temps, tu vois. Faut au moins une semaine, 15 jours. Et là, je me dis, putain, je vais me faire baiser, quoi, parce que j'aurais pas le temps d'avoir le plan d'appurement. C'est la merde, c'est foutu. Donc là, j'étais dans quand même un stress, quoi. 8 000 € sur lesquels tu comptes pour ton prochain investissement qui disparaissent, là, faut les reconstituer. C'est quand même pas rien. Et donc là, il y a eu un coup de, voilà, certains disent que c'est la chance, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'hasard et que ça devait aller comme ça. La banque qui devait me financer qui devait faire lever l'hypothèque, ne lève pas l'hypothèque. Donc la banque en question m'a sauvé le cul. Voilà, m'a sauvé le cul parce que après il a fallu retrouver une date. Tu te doutes bien, ils ont proposé le 5 janvier, moi j'ai dit non, mettez ça au 9. Et donc j'ai eu le temps d'avoir mon plan d'appurement, il a été compté et ça c'est un petit tip que je peux te donner. Si tu as des grosses dettes, c'est souvent au niveau fédéral qu'elles sont relevées les dettes, hein. Par exemple, ici, moi, j'avais une taxe de séjour en 2020 et 2022 que j'avais. 2020, à mon avis, ça c'est étonnant. Mais 2022, il y en avait 2. Voilà, ça je le savais. Je devais les payer pour, tu vois, même chose en février. Les taxes de séjour, c'est 310 €. Ils me les ont déjà comptés, tu vois. Ils me les ont déduits. Bon, après, voilà, ça, je devais les payer de toute façon. Mais c'est quand même assez important. Si tu as des gros plans, des gros impôts à payer, sache qu'ils vont être mis dans la balance, que tu sois acquéreur ou vendeur. Et donc, ça, c'est très important de prendre les devants et déjà demander des plans d'appurement. Un plan d'appurement, c'est quoi? Si tu connais pas, c'est d'aller auprès de l'administration. On peut faire ça sur MyMinFin, c'est très simple. Tu le fais automatiquement. Il y a même plus besoin de sonner avant, il fallait sonner. Et tu demandes un plan d'appurement, tu fais une proposition. Ils l'analysent. Ils acceptent souvent très, très généralement. Parce que c'est logique, l'État préfère recevoir son argent en plusieurs fois que ne pas le recevoir du tout. Donc voilà, mais il faut le savoir que tu sois vendeur ou acquéreur. Mais là où moi ça m'a étonné, je le savais déjà, mais là où ça m'a étonné, c'est que l'administration, les impôts, je devais les payer pour fin mars et on était en décembre et ils me la comptaient déjà. Et là, par contre, ça, je ne le savais pas. Donc, des impôts qui sont déjà notifiés pour paiement dans plusieurs mois vont être comptés par le notaire dans ton achat ou ta vente. Donc ça a été le gros stress. J'espère que tu comprends quand même le stress que j'ai pu avoir. Et donc voilà, ça vraiment, je voulais vraiment te le notifier, cette petite subtilité qu'on connaît pas. En tout cas, je pense pas qu'on la connaisse. Et il y avait aussi un arriéré qui était dû au syndic. Et même chose, si tu fais une vente dans une copropriété, que tu as des arriérés,
Alors tu vas me dire ouais, pourquoi il paye pas son syndic? C'est parce que le syndic n'était pas du tout à jour. J'ai jamais reçu les documents, donc je savais que je devais payer quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc voilà, et ils les ont pris, ils les ont déduits, mais il y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais ça c'était la faute du syndic au niveau administratif. Ils sont pas au top. Mais donc si tu as des dettes propres à la copropriété, si tu as des dettes au niveau fédéral, dis-toi qu'elles vont toutes être mises dedans. Et ils ont même été me déterrer un truc de 337 euros qui date de 2020. Hein. Celui-là, pourtant, j'ai fait pas mal d'achats récemment, depuis 2020, et on me l'avait jamais notifié. Donc, j'ai dit, allez, c'est bon. Et s'ils ont sûrement raison, je vais pas me faire chier. Franchement, je savais pas comment défendre ça. Donc voilà. Et comme ça, tu sais un peu tout. Et maintenant, on va arriver au calcul. On terminera là-dessus. Et Sébastien, j'espère que tu écoutes ce podcast parce que c'est toi qui m'as donné l'idée de faire le décompte. Moi, c'est tout nouveau pour moi, donc je suis très très excité de pouvoir t'expliquer ça et de voir un peu vraiment allez, parce qu'on dit toujours ouais, je me suis fait 50, 70 000 euros de plus-value. Alors effectivement, en général, les gens parlent en société, donc en société, on s'emmerde pas, c'est beaucoup plus simple. Mais là, c'est en privé, en tant que particulier. Alors c'est encore une fois, c'était pas l'objectif de faire un achat-vente, mais au moins, je te donne un peu les infos. Alors comment ça marche? C'est très simple. Écoute, tu prends le prix d'achat, donc 59 500. Le prix de vente, c'est 87 000. Et il y a deux choses que je vais détailler. D'une part, c'est tout ce que moi ils m'ont facturé. Déjà, tu vois ici, je le savais pas, mais dans j'ai mon décompte ici. Il y a à peu près 1000 euros de frais administratifs et de frais de notaire qui me sont comptés pour les honoraires légaux selon le barème, les droits d'enregistrement, les frais d'acte, les frais de radiation hypothécaire, 295 euros, les frais d'acte au coût réel, 293, et la TVA. Donc on est à peu près sur 1000 euros. Le notaire, en tout cas, a pris 1000 euros pour les travaux administratifs dans cette revente. C'est quand même pas mal. Moi, je savais pas, je les avais pas comptés dans mon décompte, ça. Mais bon, voilà, tu peux compter à peu près 1000 euros assez facilement. Et puis, tu as toutes tes dettes, mais ça, c'est propre à toi. Donc ici, moi, j'ai les taxes de séjour, encore une fois, que je dois payer en février, mais c'est pas grave, elles seront payées en avance, l'État sera content. Et puis, les arriérés au syndic à cause de mise brouille administrative et de leur inefficacité administrative. Bon, genre, ils m'ont jamais envoyé les documents. Donc là-dessus, on est bon. Et puis bien évidemment, ça c'est aussi important à prendre en compte dans tes calculs pour avoir un peu une estimation de combien tu vas gagner. C'est quand dans un crédit, on paye du capital et des intérêts. Et là, j'ai payé un peu de capital, donc il y avait à peu près 1000 euros de capital qui étaient déjà payés et donc ils me les ont déduits. Donc voilà, ça c'est aussi important à prendre en compte. Voilà, sinon il y a rien d'autre à prendre en compte. Donc moi j'ai fait combien? 87 moins 59. On va arrondir à 60, ça fait 27 000. Mais n'oublie pas que la banque m'avait financé 14 500. Donc il faut enlever, et c'est normal parce que j'aurais dû les mettre de ma poche. De toute façon, c'était les frais d'acte, c'était les frais de notaire, c'était tous les frais administratifs. La banque les a financés comme je t'ai expliqué au début. Et donc on est à 87 moins 60, ça fait 27 000. On enlève encore 14 000 euros de frais financés par la banque, hein, forcément, ça ils les reprennent pour eux. Et donc on est sur à peu près 13 000, bien évidemment, hein, quand on fait ça. Alors c'est un peu plus que ça, parce qu'avec le remboursement de capitaux, voilà. Mais là où je veux arriver, c'est les deux choses qui vont t'intéresser, et c'est ça qui moi m'intéresse beaucoup, c'est combien je vais payer sur cette plus-value-là, parce que l'État il s'en fout, hein. L'État il voit 27 000 euros de plus-value, il décompte pas les 14 000, tu vois. Pour lui, il y a une plus-value sur de 27 000 et pas de 14 000. Pour moi, dans les faits, il y a une plus-value de 13 000. Mais c'est normal vu que j'ai pas dû payer tous les frais administratifs et les frais liés au droit d'enregistrement et tout ça. Mais donc, sur une plus-value d'à peu près 27 000, il y a un calcul en fait qui est vraiment très très spécifique et qui est assez positif, assez avantageux quand on fait des petites plus-values. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, il y a 25% Ils prennent en fait un forfait de 25%. Et donc, on le voit ici, hein, je regarde, hein, parce que voilà, il a noté ça, le notaire, sur un petit document. Il a fait ça en tac-tac. Mais en gros, il y a un forfait de 25 000 euros
au prix de vente. Donc 87 000, 25 000 euros, ça fait 74 000 euros. Donc voilà, en fait, ils prennent une base forfaitaire de 25% par rapport à combien je l'ai vendu, donc 87. Ils font 25%. Donc ça, c'est le forfait de 25%. Donc on arrive sur une taxation, en fait, pas par rapport à la plus-value de 87 000, mais sur une plus-value estimée à 74 000. Tu vois, il diminue de manière forfaitaire à combien tu l'as vendu. Et donc ça fait une grosse différence quand même. Donc en fait, la plus-value n'est pas de 27 000 et elle n'est pas sur 87 moins 59 500, mais on va dire moins 60 000. Mais la plus-value est taxée sur une base de 74 000 moins 60 000. Donc c'est quand même assez important ça comme différence. Et donc c'est même colossal. Donc je ne suis pas taxé sur 27 000 euros, mais bien sur 14 000 euros. Voilà. Et ça, c'est une grosse différence. Et donc avec ces calculs-là, on arrive à quoi? On arrive à une plus-value, ici, je te mets, voilà, là il a calculé, j'ai le chiffre exact de 12 625 euros entière, basé sur cette réduction forfaitaire. Et c'est là-dessus qu'on va déduire les 16,5%. Alors c'est dégressif, mais vu que j'ai vendu dans la première année, c'est 16,5. Et donc on est sur une taxe d'à peu près 2000 euros quoi, que je vais devoir payer d'ici 2000 dans un an quoi, vu que c'est toujours un an en retard pour les impôts de 2024. Donc sur une plus-value à environ de 27 000, on règle 2000 euros. C'est quand même très peu. Alors c'est parce que la plus-value est petite. Si effectivement ta plus-value est beaucoup plus grosse, là t'es beaucoup plus taxé. Mais c'est quand même encourageant de se dire quand on fait des petites plus-values, c'est pas si mortel que ça. Alors bien évidemment, des achats à vente, tu peux pas en faire en particulier à part un. Faut pas en faire plus que ça. Après tu passes en société, mais voilà, comme ça au moins tu as une idée. La deuxième chose, moi, qui m'intéressait vraiment, et là où j'avais beaucoup de nébulosité, et c'était très très nébuleux, on va dire ça, très 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 obscur, c'était ok, je sais qu'on me rembourse 3/5 des frais de notaire dans les 2 ans, ça je le savais, mais je ne savais pas dans quel délai, comment ça marche, voilà. Et donc là ici, ce que je vais t'expliquer, c'est assez intéressant, moi c'est la première fois que je l'entends, donc c'est cadeau. Et donc sur les 14 000 euros à peu près de frais que j'ai eu, c'était les fameux droits d'enregistrement à 12,5, les frais administratifs des notaires, la TVA, aussi les frais d'acte, ouverture d'acte, tous ces trucs-là, ça faisait à peu près 14 000 euros sur un achat de 60 000. Voilà, on va arrondir à 60 000. Et dans ces 14 000 euros-là, il y avait 7 437 euros de vraiment droits d'enregistrement que j'ai cédé à l'État. C'est les fameux 12,5. Et dans ces 7 437, vu que je revends dans les 2 ans, je récupère 3/5. Et les 3/5 que je vais récupérer, ça fait 4 462 euros. Et donc, ma plus-value n'est pas de à peu près 14 000, mais elle est de 18 000, on va dire 18 500 à peu près, 18 470, et moins les 2000, donc elle est de 16 500. Donc voilà, comme ça tu sais un peu comment ça se passe. Alors j'ai beaucoup questionné des gens qui font de l'achat-revente régulièrement. J'ai aussi questionné le notaire et le délai de remboursement par l'État est relativement rapide, entre 3 à 6 mois, mais plutôt vers les 6 mois, tu connais l'État, pour sortir de l'argent, il n'est pas très rapide. Et donc, c'est remboursé sur ton compte dans les 6 mois, on va dire ça comme ça. Donc, je vais récupérer à peu près cette somme-là dans les 6 mois. Et la somme qui est le décompte là que je t'ai dit, les 13 000, ça je vais les récupérer directement. Donc là j'ai signé le 9, à mon avis cette semaine, vendredi ou début de semaine prochaine, c'est sur mon compte. Donc voilà un peu toute mon histoire et un peu je t'ouvre un peu la porte des arcanes de l'achat revente classique. Alors moi j'y connaissais rien, donc j'aime bien documenter mon voyage immobilier, mon aventure immobilière. Donc j'espère que tu auras appris des choses.
En tout cas, c'est très intéressant vraiment pour les droits d'enregistrement. C'est vraiment, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir de se les voir rembourser. La plus-value, au final, elle est pas si importante que ça. La taxation sur la plus-value, tout le monde en fait des caisses, des tonnes, mais en tant que particulier, bien évidemment. En tant que, mais je pense que le forfait fonctionne aussi pour les sociétés. Mais par contre, on est taxé à 25% et pas à 16,5%. Donc voilà. Et par contre en société on récupère aussi les droits d'enregistrement. Donc voilà. Alors je terminerai là-dessus. La petite réflexion c'est juste pour ton information, en tant que marchand de biens, je veux pas devenir marchand de biens, mais je te l'informe, parce que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es sûrement intéressé aussi par l'achat-revente. Si tu veux faire de l'achat-revente, il y a un statut de marchand de biens qui te permet d'avoir en Wallonie tes frais, tes droits d'enregistrement à 5%. Donc c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins que 12,5. Mais alors tu ne récupères pas les 3/5. En fait, les 3/5 qu'on récupère ici vont donner des droits d'enregistrement à 5%. Tu vois, c'est un peu une somme nulle en fait. C'est comme si j'avais payé 5% de droits d'enregistrement. L'avantage du statut de marchand de biens, il y a des démarches administratives, mais l'avantage du statut de marchand de biens, c'est qu'en fait, tu ne dois pas avancer les 12,5, tu n'avances que 5%. Donc, au niveau de trésorerie, c'est beaucoup plus confortable. Voilà, c'est un peu ça. Après, le statut de marchand de biens te classe dans la catégorie de professionnel de l'immobilier. Mais de toute façon, si tu fais une société qui fait de l'achat, revente, IMO, je veux pas dire, mais tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier de toute façon. Donc voilà, je clôturerai là-dessus. C'était une expérience très différente, très différente. J'ai déjà fait 4 achats là en un peu moins de 4 ans. Et là, c'était ma première vente classique, on va dire ça comme ça, et c'était très différent. Il y avait beaucoup de subtilités, surtout au niveau des dettes fiscales, que voilà, j'ai failli être très déçu et vraiment même dégoûté parce que j'avais vraiment besoin de cet argent-là pour un nouveau projet à Dinan qui est un gros challenge, mais on verra si on arrive à faire quelque chose avec. Je te tiendrai au courant, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté pour le premier podcast de l'année. C'était un plaisir et j'espère qu'on se voit très bientôt. En 2023, on va organiser beaucoup d'événements physiques pour les non-clients qui s'appellent des IMO-Tours. Les IMO-Tours, c'est quoi? Un événement par mois en physique, en général à Bruxelles ou à Namur, un samedi matin de 9h à 12h30 sur une thématique. On en a 3. On a décidé de fonctionner par trimestre. Un mois, c'est le locatif au rendement, donc vraiment pour dégager du cash flow mensuel chaque mois, du bénéfice mensuel chaque mois. Il y en a un, c'est sur l'achat-revente sans passer par les banques et sans fonds propres. Et il y en a un, c'est sur les agences immobilières sociales, comment obtenir faire un placement sécurisé et 100% passif. Et donc, si tu es intéressé par ce genre de thématique, les IMO-Tours, c'est très simple, il suffit d'être dans notre base mail parce qu'on envoie des emails, on va dire 15 jours avant. On envoie quelques petits emails pour dire voilà qui est intéressé. En général, il y a entre 10 à 30 personnes max. On cible des petits auditoires. On veut faire quelque chose de très sympa, très qualitatif, avec beaucoup d'exercices. Et pour être dans notre base mail, tu cliques sur le bouton, sur le lien sous l'épisode du podcast. Tu t'inscris à la formation offerte et tu seras dans notre base mail. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir de revenir avec un premier épisode de podcast en 2023. On s'entend très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2 000 € par mois avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple, tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt, ciao ciao.